Bonjour, Philippe Papa, directeur de la restauration scolaire au conseil départemental de l'Hérault. Voilà, je suis donc missionné pour vous présenter dans ces grandes lignes la politique de restauration scolaire que déploie le département auprès de ses collèges publics. Bien évidemment, le format étant relativement contraint et restreint, je vais forcément rester dans les généralités et vous donner vraiment cette politique dans ces très très grandes lignes. Et j'ai pris le parti peut-être d'articuler ce court exposé en deux points, hein, une présentation de cette politique dans ses principaux objectifs et ses principales réalisations. Et dans un deuxième temps, peut-être prendre un peu de recul ou faire peut-être un peu un pas de côté sur ce qu'est cette politique, sur quoi elle a pu évoluer fortement ces dernières années et en quoi il peut être complexe de déployer à l'échelle d'un département une telle politique harmonisée. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de politique de restauration? Donc il faut savoir que le département a la responsabilité de l'approvisionnement des repas pour les collégiens des collèges publics du département. Et en reprenant cette compétence à l'éducation nationale, lors des lois de décentralisation, le département fait un double choix. De choix tout d'abord d'une politique de production centralisée en liaison froide. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que ce sont 5 cuisines centrales, des unités de production culinaire ou UPC, qui approvisionnent 55 collèges, qui disent satellites. Et donc, tout ça pour des volumes de production de 21 000 repas par jour. Et le deuxième choix fort que l'exécutif fait, c'est le vote d'une politique dite de haute qualité alimentaire. Et derrière ce vocable, voilà la définition qui apparaît à l'écran. Il s'agit de proposer aux collégiens une alimentation saine et équilibrée, dont la mise en œuvre prend en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux actuels, et qui veut concilier l'aspect éducatif en direction de ce public pour en faire un consommateur avisé. Donc on voit qu'on parle d'alimentation saine, variée, équilibrée, on parle d'environnement, on parle d'enjeux économiques, et on parle surtout et beaucoup d'éducation, puisque ce colloque tourne autour de ces thématiques. Très concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière cette... Il n'y a rien qui se cache en fait, mais comment se traduit de façon opérationnelle cette politique de haute qualité alimentaire? En fait, comment nous, direction de la restauration scolaire au département, on déploie cette politique? Donc là encore, on reste vraiment dans les très très grandes généralités, mais c'est plus pour vous donner un peu les options et les idées forces qui conduisent et qui sous-tendent cette politique. Tout d'abord, une politique d'achat qualitative et durable. Il est évident que ce soit à la maison pour la consommation domestique ou pour ces 21 000 repas par jour, le contenu de l'assiette est quelque chose de central. Et donc, pour ce faire, nous avons apporté un soin particulier depuis quelques années sur nos achats. Donc, vous comprendrez aisément à quel point il peut être compliqué d'acheter pour de telles quantités des produits les plus vertueux possibles, et notamment locaux. Et pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, 50% des achats que réalise la direction de la restauration scolaire sont des achats issus de filières qualitatives ou durables, voire locales. Et à travers ces 50%, il y a spécifiquement 30% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc un achat vraiment le plus vertueux et durable possible. Pour vous donner un ordre d'idée, les achats annuels pèsent à peu près 6 millions d'euros. Donc ça veut dire 3 millions d'euros qui sont alloués chaque année à des denrées qui sont issues notamment de filières de proximité et bio.
Concernant le contenu de l'assiette, quelques choix forts aussi, hein, notamment l'introduction de protéines végétales. C'est-à-dire qu'un repas sur deux aujourd'hui, un jour sur deux, les enfants peuvent choisir des alternatives végétales. Ce sont de plus des orientations qui nous sont données par la loi Egalim qui vient encadrer l'activité de la restauration collective. Deuxième point qui nous permet de traduire opérationnellement cette HQA en éléments concrets, ce sont les tarifs. Donc, pour vous donner là encore deux chiffres, un repas coûte aujourd'hui à la collectivité, hein, quand on met l'ensemble des composantes, le coût denrée, mais aussi la masse salariale, les fluides, etc., coûte à peu près 8 € au département. Et la politique qui est votée par l'exécutif départemental permet aujourd'hui aux familles de payer de 1 € à 3,80 €, 3,80 € étant le tarif maxi. Ce qui veut dire que pour un coût de 1 €, chaque fois qu'un enfant prend un repas dans un collège, c'est une subvention de 4,20 € à 7 € qui est apportée par le département pour permettre au plus grand nombre, sous conditions de ressources, de bénéficier de la restauration scolaire. Troisième point qui est peut-être un peu technique, mais c'est quand même important de le savoir parce qu'il traduit une volonté politique forte, des process et des moyens RH adaptés. Il faut savoir que ce fonctionnement en liaison froide, le principe c'est on cuisine 100% dans une cuisine centrale, on envoie le produit froid dans un lieu de réchauffe, hein, on connaît ça à l'hôpital ou dans d'autres cuisines centrales scolaires de la région, et la totalité de ces produits sont remontés en température dans des fours de réchauffe sur le lieu de consommation, donc en l'occurrence nous ce serait les collèges satellites. Et donc ce choix et ces process moyens RH adaptés qui sont vraiment un choix fort de l'exécutif, c'est de maintenir sur nos collèges et des personnels professionnels et des moyens de cuisson. C'est-à-dire que tous les produits qui ne supportent pas le traitement de la liaison froide, et notamment, je pense aux fritures, je pense aux cuissons minutes, tous ces produits-là, aujourd'hui, sont envoyés bruts sur les collèges satellites pour garantir justement une qualité optimale. Donc ça veut dire que c'est un vrai choix politique, hein, c'est un coût, hein, c'est des coûts RH, c'est des coûts de fonctionnement, des moyens matériels qui sont maintenus, mais tout ça pour aller vers cette politique de haute qualité alimentaire. Quatrième point qui tourne autour de l'humain, bien évidemment, le contenu de l'assiette est important, mais s'il n'y a pas de la sensibilisation des acteurs, s'il n'y a pas de la concertation, s'il n'y a pas de l'association des usagers, cette politique n'a pas de sens. Donc, par sensibilisation des acteurs, on pense bien évidemment à nos collégiens, auprès de qui, au quotidien, des actions éducatives sont faites, hein, qui tournent autour d'ateliers de dégustation, d'ateliers d'élaboration de recettes, d'ateliers de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Mais la concertation et l'association des usagers n'est pas un vain mot, puisque nous avons déployé un certain nombre d'instances et de groupes de travail auxquels nous associons notamment les fédérations de parents d'élèves qui co-construisent finalement cette politique avec nous. Donc voilà, remettre l'humain au cœur de cette politique de haute qualité alimentaire, c'est quelque chose d'important pour le département. Dernier point, la dimension environnementale, qui est elle aussi prégnante évidemment dans ces choix et qui se traduit très concrètement, on l'a vu au niveau des achats, hein. Dès lors qu'on achète plus bio, plus local, il y a forcément un impact sur l'environnement, donc avec dans nos marchés publics des clauses environnementales très très fortes. Mais cette dimension environnementale dans la politique de haute qualité alimentaire, elle se traduit aussi depuis 3 ans par une forte lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, qui s'est traduit en résultats concrets. Aujourd'hui, c'est près de 30% pour les collèges qui se sont engagés dans cette démarche avec nous, 30% de réduction du gaspillage, ce qui à l'échelle de nos productions, vous en doutez, est assez colossal, hein. C'est plus de 100 tonnes de denrées qui sont économisées en projection sur les 55 satellites. Et cette dimension environnementale dans notre politique, elle se traduit aussi bien évidemment par la disparition progressive des matières plastiques et notamment des barquettes dans lesquelles nous livrons aujourd'hui nos repas et qui vont être incessamment sous peu remplacées par des barquettes en cellulose de bois qui seront compostables. Vous dire aussi que nous avons souhaité, au-delà de l'incantation que peuvent
représenter ce type de présentation, faire objectiver un petit peu tout ça par un œil extérieur, en l'occurrence EcoCert, auprès de qui nous sommes engagés, pour obtenir un label qui s'appelle le label en cuisine, qui vient récompenser les collectivités qui s'engagent justement vers des politiques qui se veulent les plus qualitatives et durables possibles. Donc à ce jour, les 5 UPC et 32 de nos 55 collèges satellites ont obtenu ce label. L'objectif étant en 2021 de monter, sur la totalité des collèges et d'avoir nos 55 collèges labellisés. Et enfin, là aussi, une reconnaissance nationale qui nous a été décernée il y a quelques mois à l'Hôtel de Ville de Paris, sous l'égide de l'association 1+Bio. Donc il s'agit des victoires des cantines rebelles qui sont là aussi, qui sont décernées par un jury indépendant sous l'égide de cette association et qui ont jugé que l'offre qui était déployée auprès des petits collégiens de l'Hérault était jugée digne d'obtenir cette récompense dans la catégorie Grand Territoire. Le deuxième point et la deuxième partie de cette très courte présentation, c'est peut-être ce pas de côté ou ce recul que je vous proposais d'avoir, au-delà des réalisations que je vous ai présentées très très succinctement, c'est de se questionner sur ce qu'est devenu finalement la restauration scolaire, et globalement l'alimentation, dont on voit bien qu'elle est de plus en plus au cœur des préoccupations sociétales. On ne peut pas ouvrir un journal, regarder une émission de télé ou de radio sans entendre parler de ces questions de malbouffe ou autre, et du contenu de l'assiette. C'est quelque chose d'important. Donc c'est une véritable mutation qu'on voit depuis quelques années. On parle de plus en plus de ça. Et cette complexité est due aussi parce qu'il y a clairement des évolutions réglementaires très, 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 très fortes. Je pense à la loi Egalim, donc, qui vient encadrer notre activité. Je pense aux recommandations nutritionnelles qui viennent aussi contraindre notre activité, ou tout au moins la circonscrire dans un cadre assez rigide. Et ces évolutions réglementaires, effectivement, elles rendent l'exercice de la restauration scolaire de plus en plus complexe. Et on se rend compte aussi qu'il y a cette évolution sociétale, mais qu'on retrouve finalement dans la politique de haute qualité alimentaire, qui fait que de la mission initiale, qui était de nourrir finalement les convives collégiens pour nous, primaire ou lycée, on est passé à quelque chose de beaucoup plus complexe, et il ne s'agit plus aujourd'hui, quand on déploie une politique de restauration à nos échelles, il ne s'agit plus seulement de nourrir. On voit bien qu'on est à la confluence des questions de santé, des questions environnementales, des questions de développement économique, des questions d'éducation et des questions sociétales plus largement. Donc voilà, complexe parce que c'est justement toutes ces injonctions qui peuvent s'avérer parfois contradictoires. Complexe aussi parce qu'on est sur un public avec les collégiens qui est peut-être le public le plus difficile à contenter aujourd'hui, avec à l'échelle d'un territoire comme le département des attentes hétérogènes. Quand on parle d'alimentation, on parle vraiment on est vraiment dans le domaine de la subjectivité la plus pure. On est à 4 autour d'une table, on peut avoir des goûts différents ou une appréciation différente sur le plat qui nous est proposé. Imaginez pour 21 000 gamins. Donc, une de nos difficultés, et c'est ce qui en rend aussi cette complexité, c'est d'arriver finalement à déployer l'offre médiane qui réponde aux attentes des plus grands nombres. Voilà, chacun étant un petit garçon, enfin un jeune garçon, une jeune fille, avec son histoire, avec ses habitudes alimentaires, etc. etc. Complexe aussi, et enfin, parce que des arbitrages au quotidien entre des objectifs, je vous ai présenté tout à l'heure rapidement les objectifs de la politique de haute qualité alimentaire, mais on se rend compte que finalement chaque objectif pris en soi est individuellement vertueux,
mais que finalement, ils peuvent s'avérer parfois antagonistes. Alors je pense par exemple objectifs d'équilibre alimentaire et objectifs de réduction du gaspillage. On se rend compte que certains menus, comme on peut les écrire parfois, qui sont vertueux dans l'affichage en termes d'équilibre alimentaire, ne sont pas forcément bien consommés. Je pense à une autre injonction qui peut être contradictoire entre le local et la variété. On veut faire de plus en plus de local, on est poussé à faire de plus en plus de local, mais en même temps, si on n'achète que des fruits locaux pendant la période d'automne, ou même si on n'achète que des fruits locaux tout court, quid, est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les bananes, les oranges, les clémentines, les ananas? Donc là encore, c'est des arbitrages. Effectivement, le plus local possible, mais on est quand même obligé d'avoir des recours à des produits extérieurs. Et cette notion de local même, alors qu'aujourd'hui, y compris la loi Egalim nous demande d'aller vers ça, on a, à contrario, un code des marchés publics qui nous interdit d'écrire qu'on veut un produit qui vient de la région Occitanie, et vous imaginez encore plus de l'Hérault, voire des Hauts-Cantons ou de telles localités. Donc voilà, ça concourt ça aussi à la complexité de déployer, et j'ai envie de dire, de cocher toutes les cases, même si chacune des cases que nous nous fixons et que la réglementation nous fixe est vertueuse, prise chacune individuellement. Voilà. Et tout cela, mais vous l'aurez compris aussi, dans un contexte budgétaire plus que contraint. Je vous ai donné quelques éléments de coût. Voilà donc la mission un peu... la quadrature du cercle à laquelle nos métiers, qui sont par ailleurs passionnants, sont confrontés aujourd'hui. Et pour terminer, peut-être se poser, comme cette slide l'indique, la question finalement qui est importante, c'est quoi la restauration scolaire? Qu'est-ce qu'on attend de la restauration scolaire aujourd'hui? Qui est vraiment la question centrale. Fort de ces constats que je viens de vous évoquer, de complexité, d'injonctions parfois contradictoires, fort aussi des retours, des échanges que nous avons au quotidien avec les parents, notamment dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, où on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement ubuesques, et que l'enfer était pavé de bonnes intentions, et quand voulant présenter des offres qui nous semblaient les plus vertueuses possibles, on en arrivait à être à côté de la plaque sur ce que les gamins attendaient en fait réellement, et leurs familles. Et plus on échange finalement avec nos usagers, avec les collégiens, avec les parents, et plus on nous demande évidemment d'avoir l'offre la plus bio possible, la plus locale possible, la plus durable possible. Mais ce qu'on entend de plus en plus, et nous y souscrivons, c'est de gérer ces structures comme on gère finalement notre consommation domestique en bon père et en bonne mère de famille. On a un budget, on a des objectifs vertueux, mais au final, la mission principale de la restauration scolaire, qu'on a peut-être eu au niveau de l'ensemble des acteurs au plan national dans ce domaine d'activité, qu'on a peut-être eu tendance à oublier. Est-ce que finalement la cantine, c'est pas avant tout de nourrir les enfants? Et on se rend compte aux échanges qu'on a de plus en plus avec les parents que cette attente est là. Voilà. Tout en, évidemment, comme je vous le disais, en n'oubliant pas que voilà, il faut qu'on ait quand même le plus bio, le plus équilibré, le plus local possible, et qu'on intègre ces dimensions éducatives. Voilà, je voulais terminer sur cette interrogation. Je vous remercie pour votre attention sur ce très court exposé, et vous m'en excuserez. Si vous souhaitiez avoir des renseignements complémentaires ou continuer à échanger autour de ces thématiques, je vous laisse mes coordonnées mail en fin de slide, auxquelles vous pourrez bien évidemment me joindre. Merci à vous pour votre attention.